Chaque année, des milliers de tonnes de matière venue de l'espace tombent sur notre planète. Nous savons que chaque jour, 100 tonnes de débris entrent dans notre atmosphère. Le plus souvent, sans que nous le remarquions. Mais parfois, il est difficile d'ignorer ces phénomènes. À travers le monde, des témoins racontent avoir découvert une matière étrange lors de la chute d'un météore. Il s'agit parfois d'une matière gluante. Dans d'autres cas, d'une pluie sanglante. Certains y voient une forme de vie extraterrestre. Les scientifiques sont aujourd'hui à la recherche d'indices. Ce qu'ils découvrent pourrait bouleverser l'idée que nous nous faisons de la vie dans l'univers. « 28 novembre 2001 à Manchester, en Angleterre. Stephen Mira enquête sur les phénomènes paranormaux. Il a reçu un appel. Un couple de témoins a vu un soir des lumières étranges tomber du ciel. Il se rend sur place pour mener son enquête. Les témoins auraient vu les lumières tomber dans ce champ. Stephen Mira cherche tout ce qui aurait pu tomber après une pluie de météorites récentes. Il fait une découverte étonnante. C'était ici. On l'a trouvé à cet endroit précis. Une flaque gélatineuse. En m'approchant à moins d'1 mètre, j'ai pu sentir une odeur. Ça sentait le soufre. Cette odeur est souvent associée aux météorites. Elle évoque celle d'un œuf pourri. J'ai voulu prendre un échantillon. Je voulais le faire analyser par l'université voisine. Mais la curiosité est plus forte. Il touche du doigt la gelée. Une chose extrêmement surprenante s'est produite. Elle a semblé se désintégrer en se liquéfiant à l'instant où je l'ai touchée. La faible quantité qu'il parvient à récupérer n'atteindra jamais le laboratoire. Le lendemain, je me suis aperçu qu'elle avait complètement disparu de la boîte. Pour lui, cette gelée qui se désintègre est quelque chose de totalement nouveau. On est bien obligé de penser que cette chose est tombée du ciel. Il est facile de conclure qu'il s'agit peut-être de l'un de ces fameux crachats de lune, qui pourrait être d'origine météorique, ce qui est selon moi la seule explication. Stephen Mira n'est pas le premier à découvrir d'étranges substances après une pluie de météores. Dan Rolfe, de la Société d'histoire de Pennsylvanie, a retrouvé des centaines de témoignages de chutes de substances étranges. Pourtant, l'un d'eux est tout à fait particulier. Voici un article du Philadelphia Inquirer intitulé « Une soucoupe volante se dissout ». En 1950, tard dans la soirée à Philadelphie, 2 policiers voient quelque chose tomber dans un champ. À travers leur pare-brise, ils ont vu un objet tomber du ciel. Ils appellent immédiatement des renforts par radio. Je ne sais pas ce que c'est.
Ils ignoraient ce dont il s'agissait avant d'arriver sur place. C'est alors qu'ils ont découvert cette matière gélatineuse. Non, je ne sais pas ce que c'est. Cet article raconte que l'un des policiers a décrit une lueur violacée, presque une brume qui semblait contenir des cristaux. Les policiers n'avaient jamais vu une telle chose. L'un des policiers raconte ensuite qu'une partie de cette masse qu'il a touchée s'est dissoute et n'a laissé qu'un petit résidu collant. Cet incident a inspiré un film d'horreur culte. Vous qui regardez ces images, soyez prudents, car la créature la plus monstrueuse jamais imaginée s'apprête à envahir ce cinéma. Mais dans la réalité, cette matière a une durée de vie très courte. En 25 minutes, tout avait disparu. Je vous jure qu'elle était là. Elle s'est évaporée sans laisser de traces. Il ne restait plus rien à analyser. Encore un mystère non résolu. Il présente des similitudes frappantes avec un autre fait mystérieux qui s'est produit dans une petite ville de la côte nord-est des États-Unis. En août 1994, pendant la pluie annuelle de météores des Perséides, une étrange averse de gélatine frappe la petite ville d'Oakville. Je n'avais jamais vu ça. Beverly Roberts découvre une étrange substance dans son jardin. Une matière gluante recouvre les branches de ces arbres. Il y en avait ici. J'ai fait couper cet arbre, mais ses branches allaient jusque-là. Et le gel pendait le long des branches. C'était vraiment répugnant. Beverly Roberts n'est pas la seule à découvrir cette substance étrange. En sortant de chez moi, j'ai compris ce que c'était parce que tout le monde en parlait. J'en ai pris et je l'ai touché. Ça ressemblait à de la gélatine, mais ça ne fondait pas. Peu de temps après avoir touché cette substance gélatineuse, des habitants d'Oakville tombent malades. Je me suis réveillée et je suis tombée. Je n'arrivais ni à m'asseoir ni à me lever. J'étais désorientée. J'avais des étourdissements. Beverly Roberts et d'autres personnes font appel aux services médicaux d'urgence. Je suis restée à l'hôpital à peu près 5 jours. Tous ceux qui l'ont touché ont été malades. La substance gélatineuse apparaît encore sporadiquement dans la région d'Oakville. Un échantillon de cette étrange matière est confié au service sanitaire de l'État de Washington. On savait qu'il y avait eu des malades. Nous l'avons manipulé très prudemment et nous l'avons emporté dans notre zone de confinement. Mike McDowell travaille comme microbiologiste pour cet État et c'est lui qui effectue les analyses. Nous avons trouvé 2 organismes, des Pseudomonas fluorescens et des entérobactères cloaqués. Ces 2 bactéries sont parfois à l'origine de graves maladies. Elles peuvent provoquer des infections urinaires et même des septicémies.
Mais il est difficile de croire que ces organismes toxiques pourraient venir de l'espace. Mike McDowell a une autre théorie sur cette gelée. Elle ne changeait pas. Ce devait être une sorte de matrice. Une matrice est une matière qui contient d'autres substances. Dans la nature, il s'agit par exemple de la gelée de protection qui entoure les œufs des amphibiens. Ces matrices peuvent aussi être fabriquées par l'homme. Elles peuvent transporter des agents neurotoxiques, des produits chimiques, des organismes, des virus. Les théories conspirationnistes sur l'origine des bactéries se propagent dans Oakville. Pour certains, il s'agissait peut-être de vols militaires et d'expériences. Des hélicoptères et des avions tout noirs nous ont survolés à très basse altitude. Beverly Roberts se souvient avoir vu des traînées de réacteurs dans les mois qui ont précédé la pluie de gélatine. Il y a eu un nombre fou de contrails. Un dimanche matin ensoleillé, ils ont dessiné tout un damier dans le ciel, comme s'ils avaient volé en ligne droite dans cette direction puis dans celle-là, comme pour dessiner une grille. Pour les scientifiques, ce que Beverly Roberts a vu est parfaitement normal. Le mot contrail signifie traînée de condensation. Ce sont les gouttelettes et les particules qui se forment dans le sillage d'un avion. Philippe Hopk et Suresh Daniyala sont ingénieurs en aéronautique. Ils insistent sur le fait que ces traînées sont des phénomènes naturels. Un réacteur d'avion dégage essentiellement du carburant en combustion. Si cette combustion est efficace, elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Si vous libérez ce gaz chaud et humide dans une atmosphère froide, de petites gouttelettes vont se former et vont se disperser. Comme les petites bulles blanches qu'on peut observer dans le soda ou la bière. C'est ce qui produit ces traînées blanches à haute altitude. Mais Mike McDowell pense qu'il y a autre chose. Selon lui, peu de temps après qu'il a émis ses soupçons, l'échantillon aurait disparu. Quand je suis entré, l'échantillon n'était plus à sa place. J'ai interrogé la direction qui m'a répondu mot à mot « Ne posez pas de questions ». Cette matière, même si je ne peux pas le prouver, a été fabriquée par quelqu'un dans un but. Et pour une raison quelconque, on a décidé de la tester sur Oakville. Sans ces échantillons, on ne saura jamais la vérité. C'est alors qu'une habitante apporte un échantillon de cette matière qu'elle a conservé au congélateur. Grâce à ce nouvel échantillon, il va être possible de faire toute la lumière sur ce mystère. Cette fois, l'échantillon est confié à un laboratoire d'analyse privé. Il avait environ la taille d'un petit pois. Il était très petit, couleur gris, gris clair. Ça ne ressemblait à rien. En tout cas, moi, je n'avais jamais rien vu de semblable. Le microbiologiste Tim Davis l'examine au microscope. J'ai vu des bactéries à l'intérieur de cette matière. Difficile de dire s'il s'agissait d'une contamination. En analysant cette matière mystérieuse qui est tombée en pluie sur la petite ville d'Oakville, Tim Davis fait alors une découverte troublante. J'ai cru voir une cellule eucaryotique. Il s'agit d'une cellule complexe dotée d'un noyau.
Elle ressemblait à un globule blanc. Sa présence ici était inexplicable. La présence de cette cellule intrigue le microbiologiste. Le collègue à qui j'ai demandé de l'examiner était de mon avis. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais dû voir dans cette matière. Cela signifiait qu'elle provenait d'un tissu vivant ou de quelque chose doué de vie. Mais avant qu'il puisse l'examiner de plus près, l'échantillon se volatilise. De la même manière que les autres échantillons de crachat de lune dans le monde. Il donnait l'impression de ne pas vouloir rester ici. On n'a pas réussi à le conserver. Il a fini par disparaître en séchant. Mais Tim Davis et son collègue en ont vu assez pour en tirer une conclusion. Ce que nous avons vu ne ressemblait pas à un polymère fabriqué par l'homme, ni à du matériel absorbant. Ça paraissait d'origine biologique. Il n'est pas convaincu par une origine extraterrestre. Je ne crois pas à cette théorie qui voudrait que ça vienne de l'espace. Mais je suis ouvert à tout. Alors c'est possible. Une possibilité bien réelle. Murchison, en Australie, le 28 septembre 1969. Au petit matin, les habitants de cette ville côtière aperçoivent une boule de feu éclatante qui traverse le ciel. Quelques instants plus tard, des pierres commencent à tomber du ciel. Les scientifiques ramasseront plus de 90 kilos de débris de météorites. Dans le monde entier, des chercheurs se penchent sur les échantillons, à la recherche de traces de matières organiques. Ils découvrent des acides aminés. Depuis des années, les chercheurs de la NASA étudient ces matières météoriques dont ils ont beaucoup à apprendre. Grâce aux nouvelles technologies comme le microscope électronique, ils finissent par faire une découverte. En quelques heures, nous avons découvert d'autres formes filamenteuses très intéressantes. Elle se trouve dans une météorite plus âgée que notre système solaire. Mais ce n'est pas tout. Richard Hoover cherche inlassablement des traces de vie dans les météorites. Aujourd'hui, il analyse un échantillon de météorites provenant de France. C'est ce morceau qui m'intéresse. On casse la météorite et on cherche des surfaces fraîchement fracturées pour être certain qu'elles n'ont pas été contaminées après la chute de pierre. Il faut y aller tout doucement, avec soin. On la place dans le microscope électronique pour essayer de découvrir quelque chose. Ah, c'est magnifique. Leurs soupçons se confirment. On veut une image de cette partie, avec ce long filament qui sort. Les preuves apportées par ces météorites donnent de la crédibilité à une éventuelle origine extraterrestre des cellules découvertes dans la gelée d'Oakville. Je suis certain que nous avons devant nous les restes fossilisés de micro-organismes prokaryotiques filamenteux. Richard Hoover est persuadé que des spécimens vivants pourraient survivre à un voyage dans l'espace vers notre Terre.
Je ne pense pas qu'une traversée de l'atmosphère les tuerait. En Inde, des chutes abondantes de météorites provoquent une autre pluie étrange. Juillet 2001. Une explosion se fait entendre dans le ciel. Puis, comme chaque année, la mousson estivale apporte son lot de pluies diluviennes dans le sud de l'Inde. Mais cette fois, il s'agit d'une pluie rouge sang. Dans certains endroits, c'était très marqué, aussi rouge que du sang. Les gens étaient épouvantés et s'en débarrassaient. Cette pluie sanglante terrifie la population. Dans l'hindouisme, il existe une ère de destruction dont les signes seront le chaos et une pluie de feu. Un physicien de l'université Mahatma Gandhi ne se satisfait pas de ces explications. Il décide de prendre cette affaire en main. J'écoutais toutes les informations. Au fil des jours, le mystère s'épaississait. Personne n'apportait de réponse. Alors j'ai commencé à m'y intéresser. Les autorités indiennes affirment d'abord qu'une poussière venue d'Arabie a teinté la pluie en rouge. Mais Godfrey Louis n'y croit pas. Il est convaincu que cette pluie rouge est particulière et il en recueille des échantillons dans des villages du Kerala. Placées sous un microscope électronique, ces particules rouges n'ont plus rien à voir avec de la poussière. C'était très intéressant. La pluie du Kerala contient des cellules biologiques. Exactement comme la pluie gélatineuse qui est tombée sur Oakville. Elles ressemblent à des globules rouges, mais il s'agit d'autre chose car leur paroi cellulaire est très épaisse. Ce n'est pas une paroi de globules. Godfrey Louis et son équipe cherchent ensuite des traces d'ADN pour identifier ces mystérieuses cellules ainsi que leur origine. Le résultat est stupéfiant. Elles ne contiennent pas d'ADN. Pour Godfrey Louis, ces résultats ne peuvent signifier qu'une seule chose. C'est renversant. C'est peut-être d'origine extraterrestre. Je sais, c'est énorme. Des échantillons de pluie rouge sont envoyés à des universités étrangères qui effectueront d'autres analyses. L'historien Dan Rolfe a étudié de nombreux témoignages semblables à ceux de la pluie rouge du Kerala et de la pluie de gélatine d'Oakville. Certains d'entre eux remontent au Moyen Âge. Nous conservons ici 21 millions de manuscrits, 700 000 livres, 500 000 illustrations. Voici une Magna Britannia publiée en 1720. On y lit « Selon nos chroniques, au cours de l'an 1176, une pluie de sang est tombée pendant 2 heures sur cette île.
Les mêmes faits se seraient produits à Poole, dans le Devonshire, le 20 juin 1653. Cet article du 20 janvier 1893 s'intitule « Un étrange phénomène ». Il raconte qu'une substance blanche et filamenteuse est tombée sur le sol en grande quantité. Le Baltimore Daily Gazette, du lundi 10 octobre 1864, publie en deuxième page un article intitulé « Un météore rare ». Il y est écrit « On a vu un grand météore tomber la nuit du 9. Sur place, le lendemain matin, on a découvert une masse gélatineuse et semi-transparente de la taille de la tête d'un cochon sauvage. Un spécimen de cette masse a été confié à la Société d'histoire naturelle. Bien que placé dans une bouteille fermée par un bouchon, il s'était en grande partie dissous. De couleur jaune paille claire, il dégageait une forte odeur d'hydrogène sulfuré. Cette odeur de soufre est fréquemment décrite lors des chutes de météorites. Quelle que soit l'époque, la culture, on retrouve les mêmes éléments lors de chutes de météorites. À chaque fois, ce sont des résidus collants, une gélatine ou encore une sorte de sang coagulé. Que ce soit d'un point de vue scientifique ou historique, c'est clair qu'il se passe quelque chose. Ces témoignages de pluie et de substances étranges tombant après des météorites conduisent certains à croire qu'une vie extraterrestre féconde peut-être notre planète. Le siège de la NASA à Washington. Cassie Conley y est responsable de la protection biologique planétaire. 10, 9, 8, 7... Sa mission consiste à s'assurer que nous ne contaminons pas d'autres mondes avec du matériel biologique terrestre. Et aussi que nous sommes protégés des formes de vie rencontrées dans l'espace. Nous ne voulons surtout pas coloniser une autre planète par inadvertance, ni être victime d'une épidémie mortelle en rapportant quelque chose. Mais les pluies rouges et les crachats de lune ne l'inquiètent guère. Je n'ai aucune preuve convaincante d'une origine extraterrestre des pluies rouges du Kerala ou des crachats de lune. Ce sont des phénomènes terrestres. Elle ne craint pas non plus le débarquement de créatures extraterrestres. Depuis très longtemps, tout ce qui vit dans l'espace n'a qu'une envie, dévorer un humain. Et elle ne croit pas qu'elles soient déjà présentes. On me communique parfois des témoignages sur des formes de vie extraterrestres arrivant sur Terre. Mais les analyses de ces météorites n'ont pas encore fourni de preuves convaincantes d'une vie venue d'autres planètes. Pourtant, tout cela pourrait bien changer. Bienvenue à l'édition dominicale d'Out of Doors en direct sur BBC Écosse. Nous étions en train d'enquêter sur une mystérieuse gelée lumineuse découverte dans la campagne écossaise. Dans le monde entier, on découvre des crachats de lune après des pluies de météores. Récemment, de nombreuses observations ont été faites en Écosse. Ça devenait de plus en plus étrange. La semaine dernière, nous vous demandions d'en trouver plus. Toute cette histoire est parfaitement connue depuis des siècles. Les Allemands appellent ça la morve d'étoiles, les Écossais la bave du ciel. C'est fascinant. Quand quelqu'un nous a avertis qu'il en avait récupéré et mis à l'abri dans son réfrigérateur, j'ai foncé.
J'ai récupéré ce truc et je l'ai apporté à des scientifiques qui sont restés perplexes. Le reportage de la BBC déclenche des réactions dans le monde entier. On a eu plus de 500 000 visiteurs sur notre site la première semaine. C'est un mystère à l'échelle mondiale. Nikki nous parle dans sa lettre d'une gelée. Elle nous dit « Ça ne ressemble à rien de connu, j'espère que vous découvrirez ce que c'est, je meurs de curiosité. » Un échantillon provenant d'une découverte récente arrive à l'Institut Macaulay en Écosse. On a un nouvel échantillon. On ne peut pas tirer grand-chose de cette photo. Ça remonte à la semaine dernière, à Bathgate. On va l'examiner au microscope pour tenter d'y découvrir une structure. Le biologiste Andy Taylor doute que cette gelée soit tombée du ciel. Il propose une explication beaucoup plus simple. Je suis certain qu'il existe de nombreuses explications, mais les 3 ou 4 échantillons que j'ai vus sont tous constitués d'une substance amphibie très proche des œufs de grenouille. Des photos de crachats de lune sont envoyées à un spécialiste des amphibiens de l'université de Clarkson, au nord de New York, pour d'autres analyses. Mais lorsque le biologiste Tom Langen les examine, il en tire des conclusions très différentes. Voici des images de leur découverte que nous ont envoyées plusieurs personnes. Regarde celle-ci. Tu trouves que ça ressemble à des œufs de grenouille? Ça ne ressemble pas à des œufs de grenouille. Il n'y a pas d'autres cellules. Non, il n'y a pas d'autres cellules. C'est amorphe. On ne distingue pas les capsules d'œufs. Je serais très étonné que d'aussi gros volumes, tombant dans des endroits inhabituels, soient d'origine amphibienne. Seul un test de l'ADN de l'échantillon écossais peut révéler son origine. Andy Taylor prépare l'échantillon pour le test d'ADN en espérant découvrir son origine mystérieuse. Il est convaincu qu'il ne provient pas de l'espace. Si on examine sa texture, il est absolument impossible qu'il survive à une traversée de l'atmosphère, sauf s'il se trouve à l'intérieur d'un météore. Effectivement, de nombreux météores sont bien plus qu'un simple morceau de roche. Certains sont des boules formées d'un mélange de glace et de minéraux. Des météorites découvertes par le passé montrent qu'un noyau gelé peut survivre à une entrée dans notre atmosphère. Théoriquement, tout ce qui est gelé à l'intérieur du noyau peut rester intact jusqu'à l'atterrissage. À l'université de Clarkson, Tom Langen a préparé une expérience pour le vérifier. Il se sert d'œufs de grenouille congelés pour simuler le mystérieux crachat de lune. La question à laquelle nous essayons de répondre est la suivante. Une substance similaire à la gelée qui entoure les œufs des amphibiens pourrait-elle survivre à ce voyage et se déposer sur Terre si elle était transportée par un objet extraterrestre? Tom Langen a soumis des échantillons de cette gelée d'œufs aux conditions d'un séjour dans l'espace. L'amplitude des températures dans l'espace est considérable. Elle va de moins 73 à plus 100 degrés Celsius en présence d'étoiles comme notre Soleil. Cet échantillon a été chauffé dans un four, puis congelé toute une nuit pour reproduire les températures extrêmes de l'espace.
Mais la congélation des substances biologiques ne garantit pas leur conservation. Le processus de congélation peut entraîner la destruction des composés biochimiques. Tom Langen commence par réhydrater l'échantillon desséché. Comme s'il avait été décongelé, puis exposé à l'eau après son arrivée sur Terre. L'eau regonfle le film desséché et lui redonne l'apparence d'un gel. Puis Tom Langen examine l'échantillon à présent décongelé. Regardez ici. Ça ressemble beaucoup à de la gelée. Ça a formé un tapis collant. Ces travaux confortent la théorie d'une gelée biologique capable d'arriver sur Terre dans le noyau congelé d'un météore. Si les substances biologiques découvertes dans les échantillons du Kerala, d'Oakville et d'Écosse ont pu voyager dans des météores, il serait possible que ces météores apportent également du vivant sur notre planète. Nous sommes au département de biologie de l'Université de Caroline du Nord. C'est ici que le biologiste Bob Goldstein et son équipe étudient des animaux capables de survivre à un voyage dans l'espace à l'intérieur de météores. Voici un tardigrade. Il se promène au fond de cette boîte. Les tardigrades sont présents sur Terre depuis plus de 600 millions d'années. Ce sont des survivants de l'extrême. Bien qu'ils ne mesurent qu'un quart de millimètre, ce sont des animaux parfaitement développés. Les tardigrades sont beaucoup plus complexes que les bactéries, par exemple. Ce sont des animaux multicellulaires dotés d'yeux et de pattes et qui se déplacent comme nous. Les tardigrades ont une particularité fascinante, leur exceptionnel mécanisme de survie. Cette expérience montre leur caractère quasi indestructible lorsqu'ils sont déshydratés. Leur corps cesse tout mouvement. Leurs pattes disparaissent, ils prennent la forme d'une boule que les scientifiques appellent un tonnelet. Quand les tardigrades entrent dans la phase du tonnelet, leur métabolisme s'arrête et ils peuvent survivre dans les pires conditions. Ils survivent à moins 272 degrés Celsius quand le mouvement moléculaire est pratiquement arrêté. Ils peuvent également survivre à des fournaises de 150 degrés. Ils survivent à des températures extrêmes, des pressions extrêmes, des radiations extrêmes. Ces qualités font des tardigrades de parfaits voyageurs de l'espace. Ils paraissent morts, mais ils sont entrés en état de cryptobiose. Si on leur apporte de l'eau, ils revivent et repartent sur leurs pattes. On ressuscite les tardigrades tout simplement en les réhydratant. Si ça marche bien, ils devraient regonfler avec de l'eau et recommencer à se déplacer en quelques heures. Les tardigrades déshydratés sont là. J'ajoute l'eau. Ils absorbent l'eau, grossissent un peu et leurs pattes ressortent. D'ici quelques heures, ils devraient recommencer à se balader. En 2007, des scientifiques ont soumis des tardigrades au vide spatial pour mieux connaître leur formidable technique de survie. Lorsqu'ils les ont ramenés sur Terre, ils les ont humidifiés et ils sont très bien repartis. Ils ont produit de nouveaux embryons. Ces qualités extraordinaires nous laissent penser que des créatures extraterrestres seraient capables d'atteindre notre planète sur un météore. En Écosse, les résultats des tests d'ADN de la mystérieuse gelée sont arrivés. Andy, voici les résultats que tu attendais sur ce nouvel échantillon de la gelée de Bathgate. Très bien, merci.
On a essayé d'extraire l'ADN de cet échantillon, on a réussi. On a amplifié cet ADN et on l'a séquencé. Hélas, on n'a seulement trouvé les champignons qui le colonisaient. On n'a donc pas pu obtenir un ADN différent de celui des champignons. Apparemment, la seule vie présente dans cet échantillon est d'origine terrestre. Pour Andy Taylor, ce résultat prouve sa théorie. Ça ne vient pas de l'espace. Je ne crois pas beaucoup à la panspermie qui voudrait que l'origine de la vie se trouve ailleurs. Mais un astrophysicien internationalement reconnu de l'université de Cardiff n'est pas du même avis. Il vient peut-être de découvrir le chaînon manquant qui prouverait qu'une vie extraterrestre arrive sur Terre sous forme de pluie. Nous savons que chaque jour, 100 tonnes de débris entrent dans notre atmosphère. Une grande partie est d'origine organique. Et cela, peu de gens le contestent. Chandra Wickramasinghe est l'un des principaux scientifiques qui travaillent sur la théorie moderne de la panspermie. Selon cette théorie, des comètes et des météores auraient répandu la vie sur Terre. Et ce processus se poursuivrait. La panspermie ne s'est pas interrompue il y a 4 milliards d'années. Les petites cellules rouges des pluies du Kerala pourraient bien en fournir la preuve. Il s'agit d'un échantillon d'origine très diluée, parce que la pluie originale commence à s'épuiser. Les premières analyses confirment l'origine biologique des cellules. Elles ont des parois considérablement plus épaisses que celles des cellules normales. Elles présentent d'autres caractéristiques étranges. On a décelé des taux de calcium et de titane élevés, qu'on ne retrouve pas dans les cellules normales. D'autres analyses révèlent des capacités étonnantes. Elles ont montré une résistance aux ultraviolets et au traitement de choc, entre autres. Elles ont toutes les qualités nécessaires pour voyager dans l'espace. Ce n'est pas tout. Ces cellules contiennent des marqueurs indiquant aux scientifiques qu'elles contiennent de l'ADN. Mais ils ne parviennent pas à identifier sa structure, car il n'est comparable à rien. Elles ne sont proches d'aucun micro-organisme connu, ce qui indique une origine extraterrestre. L'équipe de Chandra Wickramasinghe a récemment fait une découverte encore plus inattendue. Nous avons découvert il y a quelques semaines que les cellules de cette pluie rouge pouvaient se reproduire dans un autoclave à 230 degrés. Non seulement ces cellules sont faites pour survivre à une traversée de notre atmosphère, mais elles s'y épanouissent. Ce sont les organismes les plus thermophiles, les plus amateurs de chaleur que je connais sur Terre. Pour Chandra Wickramasinghe, la portée de cette découverte est considérable. Nous n'avons pas pu prouver leur origine extraterrestre, mais elle fait de moins en moins de doutes. Cela pourrait être aussi le cas pour beaucoup des crachats de lune découverts. On retrouve ces pluies rouges dans des témoignages parfois antérieurs au temps biblique. Les crachats de lune aussi sont très anciens. Je crois qu'on ne peut pas exclure la possibilité d'un lien entre les deux.